le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Au micro, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Procès George Floyd, l'accusé silencieux. Derek Chauvin ne témoignera pas. L'ex-policier accusé d'avoir tué George Floyd ne témoignera pas à son procès. Derek Chauvin invoque le 5e amendement à la crainte que son témoignage puisse l'incriminer. Voici un reportage signé Euronews. Derek Chauvin ne témoignera pas à son procès. L'ex-policier de Minneapolis, accusé d'avoir tué George Floyd, a décidé d'invoquer son droit au silence dans la crainte que son témoignage ne puisse l'incriminer. Aux États-Unis, c'est le privilège de tout accusé, un droit qui est fixé par le 5e amendement de la Constitution américaine. Comme c'est l'usage, son avocat Eric Nelson lui a posé la question s'il avait décidé de témoigner ou d'invoquer le 5e amendement. I will invoke my Fifth Amendment privilege today. Après que Derek Chauvin a une première fois invoqué le 5e amendement, le juge Cahill s'est assuré que sa décision avait été prise librement. Quelqu'un vous a-t-il promis quelque chose ou bien menacé en quelque façon pour vous empêcher de témoigner? Ni promesse ni menace, votre honneur. Derek Chauvin assure que sa décision est volontaire. Il restera silencieux. Derek Chauvin est accusé d'avoir tué George Floyd le 25 mai 2020 en maintenant un genou sur son cou pendant 9 minutes. Le verdict est attendu avant la fin du mois. Direction le Brésil, Lula de nouveau éligible pour l'élection présidentielle de 2022. Au Brésil, la Cour suprême a annulé les condamnations pour corruption de Luiz Inácio Lula da Silva et rétabli ses droits politiques ce 15 avril. L'ancien président et leader de la gauche brésilienne pourra ainsi affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022. Voici un reportage de confrère de la RT. Un verdict qui pourrait avoir des conséquences sur le prochain scrutin présidentiel. La Cour suprême brésilienne a confirmé hier l'annulation des condamnations pour corruption de l'ancien président Lula. Une première victoire qui le relance dans l'arène politique. C'était un très gros mensonge, mais mes avocats ont prouvé que c'était une imposture. Le juge a menti, les avocats ont menti, la police fédérale a menti pour m'éloigner de la campagne électorale. Maintenant, je suis prêt pour le combat. En 2017 et 2018, Luiz Inácio da Silva dit Lula est condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment dans l'affaire Petrobras. Il est emprisonné et inéligible à la présidentielle de 2018. En février 2019, il est condamné dans une autre affaire à 12 ans et 11 mois de prison pour corruption et blanchiment dans l'affaire de la rénovation de l'une de ses propriétés. Mais le 8 mars dernier, un juge du tribunal suprême fédéral annule ses condamnations, estimant que le tribunal qui l'a condamné dans les deux procès n'était pas compétent. La Cour suprême a confirmé hier le verdict, confirmant aussi l'éligibilité de l'ex-président à un 3e mandat. Alors que Jair Bolsonaro lorgne déjà vers la présidentielle de 2022, les hostilités sont d'ores et déjà ouvertes entre les deux probables candidats. Faça uma comparação dos ministres do Lula. Comparer les ministres de Lula avec nos ministres, si Lula est de retour par un vote direct, un vote vérifiable, d'accord. Mais imaginez ce que sera le futur du Brésil avec le genre de personnes qu'il va faire entrer dans l'exécutif. Veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Les juges de la Cour suprême n'innocentent pas l'ancien syndicaliste sur le fond et devront décider s'ils ordonnent le transfert du dossier à un autre tribunal. En attendant une possible officialisation de sa candidature, Lula affûte ses armes face à Bolsonaro, dont la cote de popularité s'effondre avec le coronavirus que son adversaire avait qualifié de plus gros génocide de l'histoire du Brésil. Le Covid-19 y a fait à ce jour plus de 365 000 morts.
Les États-Unis sanctionnent la Russie. Le président américain Joe Biden annonce avoir autorisé une série de sanctions financières sévères contre la Russie. L'expulsion de 10 diplomates russes suscitant l'ire de Moscou. Lors de son discours depuis la Maison-Blanche, Joe Biden indique également avoir proposé un sommet en personne avec Vladimir Poutine cet été afin d'engager une désescalade des tensions. Voici un reportage signé TV5 Monde. Joe Biden ou la politique de la main de fer dans un gant de velours. La main de fer, c'est une nouvelle série de sanctions contre Moscou, accusée d'être à l'origine d'une cyberattaque d'envergure et d'ingérence dans les élections américaines de novembre dernier. Aujourd'hui, j'ai approuvé plusieurs mesures, dont l'expulsion de plusieurs responsables russes en conséquence de leurs actions. J'ai également signé un décret autorisant de nouvelles sanctions visant à lutter contre certaines actions préjudiciables menées par la Russie contre les intérêts américains. 10 diplomates russes bientôt expulsés, des sanctions contre des sociétés technologiques russes, interdiction aux banques américaines d'acheter de la dette émise par la Russie. Le reste des sanctions étant pour le moment tenu secret. Le gant de velours de Joe Biden, c'est la main tendue à Vladimir Poutine pour organiser un sommet bilatéral à même d'établir, dit-il, un dialogue de stabilité stratégique. Le moment de la désescalade est venu. Nous devons aller de l'avant au moyen d'un dialogue réfléchi et d'un processus diplomatique. La démarche est positive, dit Moscou, d'autant que c'est Vladimir Poutine qui l'a proposé le premier. Ça, c'est pour l'aspect velours du Kremlin, mais ça ne suffit pas à calmer l'ire de la Russie, pour qui les sanctions sont inacceptables et promet en retour d'y répondre. La réponse aux sanctions est inévitable. Les États-Unis d'Amérique doivent se rendre compte qu'ils doivent payer pour la détérioration des relations bilatérales. Et déjà en coulisses, à défaut de relations diplomatiques réelles et constructives entre les deux pays, la Finlande, pays non membre de l'OTAN et partisan du dialogue avec Moscou, propose d'accueillir le sommet Biden-Poutine, si bien évidemment il doit avoir lieu. Alors, en Afrique, principalement, destination la Namibie, un couple gay face à la justice. Le ministère de l'Intérieur namibien exige un test ADN comme preuve de l'existence d'un lien génétique entre les parents et les jumelles. Voici un reportage signé Africa News. Maya et Paula ont à peu près un mois. Elles sont nées d'une mère porteuse sud-africaine. Leurs parents, un couple gay, ont du mal à prouver que ces filles sont namibiennes. Le gouvernement exige une preuve du lien biologique entre ces filles et leurs parents. Ce que le ministère de l'Intérieur namibien exige, c'est une preuve, une sorte de test génétique, la preuve que j'ai un lien avec ces enfants en tant que père namibien. Et ils disent que c'est seulement dans ce cas qu'ils délivreront la nationalité aux enfants, sinon ils ne le feront pas. Depuis leur naissance le 13 mars dernier, les jumelles n'ont pas pu rejoindre leur père et leurs frères qui sont en Namibie. Leurs parents espèrent qu'une décision de la Haute Cour de Windhoek leur permettra de voyager d'Afrique du Sud en Namibie. Ce cas particulier, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. La discrimination sur la base du fait que nous sommes un couple de même sexe et qu'en tant que tel, nous ne sommes pas considérés comme une famille. Et donc les droits de la famille ne nous sont pas reconnus. Et le droit à la non-discrimination est également violé. Et le droit des enfants. En attendant les documents temporaires qui leur permettront de rejoindre Windhoek, ses parents échangent leurs nouvelles via les réseaux sociaux. En Chine, croissance en trompe-l'œil, la reprise vigoureuse parce que comparé à la paralysie de 2020, la Chine a enregistré au premier trimestre un taux de croissance de record sur un an, 18,3%, un rebond qui s'explique par la paralysie de l'économie il y a 12 mois. Voici un reportage signé Euronews. La Chine se remet de la crise sanitaire et signe au premier trimestre 2021 un taux de croissance jamais encore atteint. Le produit intérieur brut chinois a bondi de 18,3%. L'accélération de l'économie chinoise était anticipée et s'explique en grande partie par la paralysie du pays il y a 12 mois.
La Chine était ensuite parvenue à relancer sa production en fin d'année 2020 et même à dégager une légère croissance de 2,3% sur l'année. Le Bureau national des statistiques chinoises précise que la reprise s'est poursuivie début 2021 et que la flambée du chiffre trimestriel n'est pas le reflet exact de la dynamique du pays. Selon le Bureau national des statistiques, les exportations ont été le principal moteur de la croissance au premier trimestre. En revanche, la consommation des ménages est à la traîne. Selon les experts, le rebond complet de l'économie chinoise est conditionné à la campagne de vaccination. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Dernière sortie pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Production et de prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. À Jacmel, nous sommes réveillés sous la pluie. Eh bien, aujourd'hui, petite mixture de pluie et de neige en pleine saison printanière à Boston. Voilà, température pour ce aujourd'hui. 43 degrés Fahrenheit, 6 degrés Celsius à Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. C'est le week-end, il y en a qui vont aller à l'église dimanche, il y en a qui vont aller à la playa, mais gardez le sourire et prenez soin de vous. Eh bien, rendez-vous c'est pour lundi. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. À lundi, joyeux week-end. Au revoir, bye bye. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.